Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nouvelle semaine, nouvelle émission pour vous. Aujourd'hui, c'est le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan et du tribunal du commerce, directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, qui nous accompagne pour la première partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Encore une fois, merci d'être avec nous. C'est une nouvelle semaine, nouveau lundi et nous sommes très contentes. En tout cas, je suis contente d'être avec vous. Et mes amis également. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Merci à toi aussi de nous accompagner tous les jours. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Heureux plaisir de vous retrouver encore. Très bien. Alors, avec le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, nous parlerons des rôles et missions de son bureau, du procureur, donc, des communiqués produits dans l'affaire Fessi. Il y en a eu deux, le 1er octobre et le 7 octobre. Et enfin, cette découverte macabre qui a été faite donc le week-end dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny, un corps pendu. Voilà, découvert dans cette enceinte. A-t-il un lien avec ce que nous savons de la Fessi? Bref, on aura donc tous les détails avec le procureur de la République près. Le procureur, oui, tout à fait, j'ai bien dit, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan qui arrive maintenant. Alors, il a commencé sa carrière, c'était en 1999. C'était donc, il était substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yopougon. Il y est resté jusqu'en 2004. Et sa dernière position était donc celle de procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Et enfin, depuis le 24 juillet 2023, il a été donc nommé procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan et directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Merci d'être avec nous, monsieur le procureur. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette belle opportunité afin que je puisse m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire au nom de qui les juridictions rendent toujours les décisions tous les jours. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je rappelle que vous êtes monsieur Braman Oumar Koné. Tout à fait. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être avec nous. Élisée Boloube, Herman Aboua, Daouda Coulibaly, ensemble, on passera donc cette première partie à comprendre un peu les affaires chaudes du pays en fonction également de la capacité que vous donne la loi, évidemment. Merci. Alors, premièrement, nous avons parlé de votre parcours qui est élogieux. Oui. Si je devais lire toutes les étapes de votre CV, on n'en finirait pas, c'est clair. Mais en tout cas, vous avez commencé en 1999, c'est à Yopougon. Oui, après la formation à l'École nationale d'administration, l'ENA, j'ai été nommé et affecté substitut du procureur de la République près le parquet du tribunal de Yopougon. J'ai passé 5 années en tant que substitut du procureur de la République et par la suite, j'ai été affecté au tribunal de première instance d'Abidjan. J'ai été nommé juge d'instruction précisément au 5e cabinet. J'y ai passé 9 années. Par la suite, j'ai été affecté comme président de la section du tribunal de Toumoudi. J'y ai passé 1 année et la carrière pour la profession, pour la fonction de procureur a commencé à Abengourou, où j'ai été nommé procureur de la République. J'ai passé également 2 années là-bas. Et à partir de 2016, j'ai été affecté à Boaké comme procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké. J'y ai passé 6 années. Et par la suite, j'ai été affecté au pôle pénal économique et financier en qualité de procureur de la République. Et après 1 an, j'ai été affecté au plateau comme procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan et puis procureur de la République près le tribunal du commerce. Voilà un peu votre parcours. Voilà. Alors, comment est-ce que vous jugez votre propre parcours? Satisfait-il vos ambitions en ce moment? Bon, en tout cas, je voudrais remercier le Seigneur parce que la seule fonction que j'ai toujours demandé au bon Dieu, c'était d'être magistrat. Parce que déjà au lycée, au Korogo, lorsque je n'avais pas cours, voilà, je partais suivre les procès et j'avais toujours envie de devenir comme celui qui s'arrête pour parler. Et c'est par la suite que j'ai su que c'était le procureur de la République. Donc je suis dans cette fonction-là
Ça fait bientôt 10 ans d'affilée que j'exerce la fonction de procureur de la République. En tout cas, je remercie le Seigneur et je remercie mes chefs qui m'ont fait confiance et qui continuent de me faire confiance. Très bien, compris donc le garde des Sceaux également. Tout à fait. Alors, question sur le parcours Herman Oui, et sur puis le voilà. parcours. On a vu votre parcours, hein, Christelle est revenue là-dessus. Vous-même, vous êtes venu sur certains aspects. Alors, vous avez été anciennement procureur de la République près du pôle pénal économique et financier. Donc, je voudrais juste savoir, pour le magistrat hors hiérarchie qui est bien connu ainsi, est-ce que vous avez aujourd'hui déclaré votre patrimoine vous-même au niveau de la bonne gouvernance? Ça a été fait. J'ai fait la déclaration de mon patrimoine lorsque j'ai quitté le tribunal de première instance de Boaké pour arriver au pôle pénal économique, parce que c'est une obligation qui pèse sur tout citoyen, sur tout fonctionnaire, et surtout que M. le garde des Sceaux avait donné des instructions fermes pour que tous les magistrats puissent se conformer à la loi. Ça, je l'ai fait pour un parquetier, on n'a pas besoin d'attendre. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, nous commençons maintenant. Vous avez donné un peu les différentes étapes de votre parcours. Oui. Parlez-nous un peu du rôle, des missions qui sont assignées justement au bureau du procureur. Bon, le procureur de la République, comme le Code de procédure l'a dit, a pour rôle principal de défendre les intérêts de la société. Et il veille au respect de l'ordre public. Voilà. Il exécute les décisions de justice. Voilà. Il participe au jugement et il dirige les activités des officiers de police judiciaire. C'est sa véritable mission même à ce niveau, encadrer toutes les activités de la police judiciaire du ressort de son parquet. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, que ce soit de nuit comme de jour, il doit être et il est tenu d'être à la disposition des officiers de police judiciaire pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, et ça lui permet de contrôler les gardes à vue, de contrôler les différentes perquisitions, et de faire en sorte qu'il y ait moins de violations des droits de l'homme au cours des enquêtes. Alors, quand vous dites que vous êtes là pour veiller aux intérêts de la société, pouvez-vous décrypter un peu ce mot « intérêt » ? Bon, les intérêts de la société, c'est quoi? C'est de requérir véritablement l'application de la loi. Lorsqu'une infraction est commise, et cette infraction a dû troubler l'ordre public, a causé un préjudice à une victime, donc il appartient au parquet de faire rechercher les éléments constitutifs de cette infraction, c'est-à-dire les indices graves et concordants. Nous, par le canal de nos officiers de police judiciaire, on essaie de les réunir pour la manifestation de la vérité et puis participer au procès si vraiment les charges permettent de mettre, par exemple, la personne en flagrant délit. Alors donc, si nous sommes là-bas, nous devons garantir l'exécution de la loi. C'est-à-dire, nous allons demander au juge de faire appliquer la loi, tel que ça a été dit dans le Code de procédure pénale. À ce niveau, si les faits sont graves, il n'y a pas d'état d'âme. Mais par contre, si nous estimons que les charges ne sont pas suffisantes, on peut classer l'affaire. Donc, le procureur aussi a l'opportunité de poursuite. Quelle que soit la qualité de l'enquête ou l'issue de l'enquête, c'est lui seul qui peut décider s'il faut classer l'affaire, s'il faut mettre en flagrant délit, s'il faut saisir un juge d'instruction. Voilà un peu ce que nous faisons à ce niveau. Très bien. Daouda, question? Monsieur le procureur, merci d'être sur notre plateau. Moi, je mets Merci. le pied dans le plat, c'est que aujourd'hui, vous avez donné le rôle et la mission du procureur de la République. Donc, ce que moi, je veux savoir, c'est que, à tort ou à raison, Oui. certaines personnes mettent aujourd'hui l'indépendance du procureur de la République vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, concrètement, comment s'articule en fait l'indépendance du procureur vis-à-vis des autres pouvoirs, mais plus précisément celui de l'exécutif? Non, s'agissant de la question d'indépendance, c'est un principe qui existe véritablement au niveau des magistrats du siège. Voilà, il faut savoir qu'il y a la magistrature debout et il y a la magistrature assise. C'est quoi la différence, justement? La magistrature assise concerne les juges. C'est eux qui rendent les décisions, c'est eux qui appliquent la loi en toute impartialité, en leur âme et conscience. Lorsque nous sommes à l'audience, vous prenez une salle d'audience, c'est les juges qui sont assis
C'est eux qui posent la question. Hein, ils sont aujourd'hui, il y a le président de la formation et il y a 2 assesseurs. C'est eux. C'est eux qu'on appelle la magistrature assise. Parce que leur fonction, c'est de dire le droit, c'est d'appliquer le droit avec toute impartialité, voilà, que cela impose. Par contre, moi, je fais partie de la magistrature debout. La magistrature debout, ça veut dire qu'en tant que représentant du ministère public, chaque fois quand je dois prendre la parole, je dois pouvoir me mettre debout parce que je représente la société. Et en cette position, je vais requérir l'application de la loi. Je vais demander au juge d'appliquer la loi. Par exemple, un voleur a été pris à Adjamé parce qu'il a volé un portable. J'ai suivi l'enquête avec l'officier de police judiciaire. Il a été gardé à vue. Dans les délais de la garde à vue, il a été déféré au parquet. Le procureur a décidé, au moment du règlement de la procédure, de le poursuivre suivant la procédure de flagrant délit. N'oublie pas que lorsqu'il reçoit une procédure, il a toute la latitude soit de mettre en citation directe, c'est-à-dire il peut vous faire partir à la maison et puis organiser le procès, vous allez comparaître libre, tout comme il a la possibilité de mettre en flagrant délit parce qu'il estime que les éléments sont réunis pour que la personne soit jugée immédiatement. Tout comme s'il estime que les faits sont beaucoup plus complexes et ne s'agissant pas d'un crime, il peut saisir le juge d'instruction. Bon, si c'est un crime, c'est obligatoire de saisir le juge d'instruction. Donc, lorsqu'il décide de suivre la voie de la flagrance, c'est-à-dire en flagrant délit, il a un délai de 15 jours pour faire juger la personne. 15 jours. 15 jours. Voilà, au-delà de 15 jours, la personne est en détention illégale. Donc, immédiatement, il faut faire lever son mandat de dépôt. Donc, si nous allons à l'audience et que nous sommes dans le délai de 15 jours, alors je vais aller me mettre debout en prenant la parole pour demander que ce jeune homme ou bien ce suspect, celui qui est présumé Coupable. Voilà, lui, il puisse être condamné à telle peine conformément aux textes qui ont été visés. Alors ici, on est représentant de la société parce que l'acte qu'il a posé, c'est antisocial. Il faut bien qu'il soit sanctionné en même temps avec une peine proportionnelle pour lui permettre de ne pas recommencer ou bien commettre le même délit et l'aider à être réinséré dans le tissu Proportionnel, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire si c'est la peine prévue est de 1 à 5 ans, en tenant compte de sa personnalité, il est jeune, peut-être qu'il a 19 ans, il est élève, ou bien bon, il est orphelin. Le juge prend tout cela en compte. Il y a des facteurs en considération. Exactement, en lui accordant de l'âge circonstante atténuante pour qu'on ne puisse pas le perdre pour de bon. Voilà un peu. Mais concrètement, ça ne répond pas à ma question concrètement. Oui. La question, c'est l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, l'indépendance du procureur... C'est ça, en fait, le fond de la question. Non, le fond de la question, le parquet est soumis à la subordination hiérarchique. Je suis le procureur de la République d'Abidjan. J'ai un supérieur hiérarchique. Vous l'avez vu dans le code. Voilà, mon supérieur hiérarchique, c'est le procureur général. La première dame qui a été nommée procureur général, elle est là, elle est mon supérieur hiérarchique. Et le supérieur hiérarchique de Madame le procureur général, c'est Monsieur le garde des Sceaux. Voilà un peu comment le parquet fonctionne. Voilà. Donc, l'indépendance, nous, on n'a pas d'indépendance par rapport au pouvoir politique là. Nous dépendons directement, moi je dépends directement du procureur général, lequel dépend directement de monsieur le garde des Sceaux. Et c'est ce que le code a dit. Très bien. Donc il n'y a pas de pression de l'exécutif vis-à-vis le procureur? Non, le procureur est toujours dans son rôle. Très bien. Voilà. Alors, messieurs, avec votre permission, nous allons aller au second point de notre rencontre avec monsieur le procureur. L'affaire Fessi. L'affaire Fessi, monsieur le procureur, il y a donc eu 2 communiqués produits. Oui. Le 1er octobre, c'était le premier. Le second communiqué est produit donc le 7 octobre. Il y a des éléments dont nous souhaitons être éclairés, sur lesquels nous souhaitons être éclairés. Herman va commencer avec une première question. Allez-y, Herman. La question, c'est simple. Je ramène une préoccupation qu'on a eu à vivre ici avec le député Asseleu Tumoko, qui est revenu sur un paragraphe qu'il a estimé inopportun dans le communiqué que vous avez produit.
Je cite le Le paragraphe. 7, c'était le 7. Lors de son audition, Nyonsoro Aubin Cédric a soutenu, quant à lui, qu'aucun crime ne peut être commis dans le milieu de la FECI sans que le nommé Camboussier n'en soit informé. Il a estimé que ce paragraphe était inopportun parce que ça exposait, selon lui, le prévenu à une certaine sorte de suspicion ou de culpabilité. En fait, je voulais Que préciser, si vous Allez-y. vous rappelez rapidement, Allez-y. ce qu'il a dit concrètement, c'est que le procureur, dans sa prérogative, quand il doit faire, il est dans le cadre de l'enquête, il fait son enquête à charge et à décharge. Donc concrètement, moi, j'appuie sa question en fait. Qu'en est-il concrètement? Parce que quand on regarde ce communiqué, c'est plus ou moins un communiqué à charge. Il n'y a pas de décharge dedans. Il va répondre. On ne voit pas de parole de Camboussier. Vous ne voyez pas de paroles de Camboussier. Vous savez que le procureur de la République mène une enquête. Il dirige l'enquête. Sa mission principale, c'est de relever, comme je l'ai dit tantôt, des indices graves et concordants. C'est cela. Ce sont ces indices graves et concordants qui sont contenus dans le procès verbal. Dans le cas d'espèce, à partir du moment où il s'agit d'un crime, un juge d'instruction a été saisi. Ce juge d'instruction, maintenant, va mener l'instruction à charge et à décharge. Ça veut dire quoi, justement, pour ceux À qui nous charge, regardent? Oui. ça veut dire que, puisque vous avez le procureur de la République mène son enquête dans un délai bien prescrit, la garde à vue, Qui est 48 de... heures, Ok. renouvelable une seule fois. Donc, il ne peut pas aller en profondeur pour pouvoir faire ressortir tous les éléments nécessaires. Donc, à partir des renseignements obtenus, alors à partir de ces renseignements obtenus, qui saisit le juge d'instruction. Je dis et je précise qu'il s'agit d'indices graves et concordants. Maintenant, au niveau du juge d'instruction, le juge d'instruction va mener l'instruction à charge et à décharge, c'est-à-dire entendre les plaignants, entendre les inculpés, entendre les témoins, faire des confrontations, des transports sur les lieux, l'autopsie, on va avoir le résultat, on peut entendre même le médecin légiste. C'est à la fin de tout ça que le juge d'instruction va, si les éléments le permettent, transformer ces indices graves et concordants en charge et prend une ordonnance aux fins de transmission des pièces à Madame le procureur général. C'est-à-dire que à partir du moment où il s'agit des faits criminels, les faits doivent être encore examinés au second degré. Ah, très bien. Pourquoi, justement, on prend cette précaution? Oui, Si ça doit être parce que le crime est sévèrement puni. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Voilà, donc, on prend le temps de mener toutes les investigations nécessaires dans le but de la manifestation de la vérité pour éviter de se tromper. Donc, lorsque le juge, qui a un délai en matière criminelle, par exemple, de 8 mois, hein, donc on peut renouveler 8 autres mois, et de façon exceptionnelle, la chambre d'instruction peut accorder encore 8 autres mois. Alors donc, on se retrouve dans un délai de 24 mois. C'est pour permettre au juge d'instruction de mener son instruction de façon impartiale, sans pression, hein, à charge et à décharge, pour voir si les indices sérieux et concordants, c'est-à-dire graves et concordants que le parquet a retenus, peuvent être transformés en charge. Si le juge estime que ça peut être transformé en charge, le dossier va être transmis au procureur à charge pour lui de transmettre le dossier au parquet général. Le parquet général saisit la chambre d'instruction, le second degré d'instruction, qui vont encore examiner pour voir même est-ce qu'il n'y a pas une violation de la loi de la part du juge d'instruction à quelque part. Est-ce que le procureur n'a pas violé la loi à quelque part. Donc, c'est lorsqu'ils vont faire le tour de la question que la chambre d'instruction estime que les charges sont suffisantes. Alors, la chambre d'instruction rend un arrêt, renvoie les inculpés devant le tribunal criminel. À partir de ce moment, ils prennent l'appellation d'accusé. Et là, le dossier arrive chez le procureur qui doit pouvoir programmer leur audience à travers les sessions criminelles. Est-ce que vous voyez? Donc, la procédure, elle est longue. En l'espèce, pour répondre clairement à la question, le procureur ici, il n'a fait que relever des indices. Le procureur ne condamne pas quelqu'un. Il ne condamne personne. Il n'est pas un juge. Il ne fait que relever des indices. Mais c'est des indices importants. Les faits sont tellement graves qu'il fallait donner le maximum de détails pour permettre au peuple de savoir ce qui s'est passé.
Voilà. Par contre, une fois le dossier en instruction, la loi me fait obligation de ne plus en parler. Mais les choses peuvent avoir évolué. Entre-temps. Entre-temps. Et je le sais. Mais je ne peux pas en parler parce que le juge d'instruction a été saisi. Donc Voilà alors ce que pour je cette peux dire. question, ça a été fait dans les règles de l'art en Ça a fonction. été fait dans les règles Donc de l'art. ici, dans ce communiqué, il n'y a pas de questions à charge ou à décharge? Non, 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 non. Ok. non. Très bien. Non. Élise, Sinon, si oui. on veut, excusez-moi, si on Allez-y. veut dire, il dit naturellement qu'il ne reconnaît pas les faits. Voilà. Il dit qu'il ne reconnaît pas les faits. Là, on Donc, parle du secrétaire général de la FESI, voilà. Sekambou. Il dit je ne reconnais pas les faits. Au cours de l'enquête préliminaire, je ne parle pas de l'instruction. Voilà. Mais les éléments qui sont sortis, qui doivent permettre aux uns aux autres de savoir que les faits sont graves, mais on fait ressortir. Si vous ne répondez pas à la question qu'on vous pose, qu'est-ce que vous voulez que j'aille rechercher? Je ne fais que prendre ce qui est dans le procès verbal pour pouvoir faire rédiger Très bien. le communiqué. À quel moment intervient donc l'avocat de l'accusé dans cette affaire? L'avocat de la défense. L'avocat de l'inculpé. Comme aujourd'hui, ils sont actuellement sous mandat de dépôt chez un juge d'instruction, ils prennent l'appellation l'inculpé. Inculpé, très bien. C'est-à-dire que nous sommes en phase de l'enquête préliminaire. Le suspect est appelé le mis en cause. Très bien. Lorsque le dossier se trouve en cabinet d'instruction, il prend l'appellation d'inculpé. Lorsque nous sommes devant le tribunal correctionnel, suivant en flagrant délit ou en citation directe, on prend l'appellation prévenu. Et lorsque nous sommes devant le tribunal criminel, alors on prend l'appellation l'accusé. Accusé. Alors l'avocat, tel que l'article 90 du Code de procédure pénale le stipule, toute personne impliquée ou bien qui doit contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête ouverte a le droit de se faire assister d'un avocat. Donc l'avocat peut ou bien pouvait même les assister depuis l'enquête préliminaire. Chaque fois qu'un individu doit être entendu en tant que témoin victime, c'est-à-dire plaignant, ou bien en tant que mise en cause, ou bien en tant qu'un témoin qui vient contribuer à la manifestation de la vérité, les officiers de police judiciaire mettent d'abord la mention pour dire que vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Est-ce que vous consentez à prendre un avocat? Vous répondez. Si vous dites oui, alors on vous demande le nom de l'avocat. Si vous dites que je vais réfléchir, on met la mention je vais réfléchir. Mais si vous dites que mon avocat n'est pas encore disponible, nous, on vous donne un délai pour vous permettre de saisir votre avocat pour qu'il vienne dans le délai de la garde à vue. Parce que nous sommes tenus par un délai. Donc l'avocat aurait pu, ou bien a le droit de l'assister depuis l'enquête préliminaire. Une fois il a été déféré au niveau du parquet, peut l'assister au niveau du parquet, tout comme au cours de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Par contre, il y a d'autres avocats qui viennent après l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Alors, en clair, c'est pour dire que l'avocat peut assister son client à toute étape de la procédure. Il n'y a pas de commis d'office? Commis d'office existe lorsque nous sommes devant le tribunal criminel. Très bien. Lorsque nous serons en cette phase-ci d'aventure, je dis bien si d'aventure, il y a les charges, les indices sérieux, les indices graves et concordants ont été transformés en charge après l'instruction et que la chambre d'instruction de la cour d'appel prend un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel, alors moi, le procureur de la République, représentant de l'État à ce niveau, nous avons l'obligation de leur trouver un avocat pour assurer leur défense. Très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avocat, c'est cela? Non. Pour l'heure, peut-être qu'il y a des avocats qui se sont signalés dans le cabinet d'instruction, mais au moment où nous faisions l'enquête, il n'y avait pas encore d'avocat. Très bien. Élisée Boulbeu. Ok. Monsieur le procureur, vous l'avez dit de façon implicite, mais je voudrais peut-être que vous puissiez le dire de façon directe devant les Ivoiriens. Est-ce que les éléments en votre possession aujourd'hui peuvent être qualifiés de graves et concordants concernant cette situation? Ça, c'est la première question. La seconde, vous avez mis dans votre communiqué du 1er octobre que le procureur de la République tient à rassurer les populations, les parents d'élèves et d'étudiants, ainsi que les étudiants, que toute la lumière sera faite sur ces faits d'une particulière gravité et que les auteurs et complices de cet homicide seront recherchés, interpellés et déférés à son parquet. Et on a vu que dans la suite, il y a un soit transmis, signé de vous, qui a été envoyé au niveau de la police criminelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir quelle est l'issue de ce soit transmis? Est-ce que les personnes qui étaient recherchées ont-elles aujourd'hui été arrêtées? Et est-ce qu'elles sont, à la disposition du parquet? C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Il s'agit de deux faits différents. Allez-y. Voilà, il y a deux faits différents.
Depuis le mois de septembre, il y avait un soir transmis, c'est-à-dire il y a une victime qui avait déjà saisi le parquet d'une plainte à la suite de la mort de son frère. Nommé Khalifa. Nous sommes toujours Khalifa. dans l'affaire Fessi. Exactement. Oui. Qui était aussi l'un des responsables de la Fessi. c'est ça. Alors, parce qu'ils ont d'abord fait l'inhumation, tout ça, avant de nous saisir. Ah, d'accord. Lorsque nous avons été saisis, nous avons fait un soir transmis et ce soir transmis était en cours d'exécution lorsque le cas du général Sorcier s'est posé. Ok. Vous voyez, non? D'accord. Voilà. Donc, en même temps, nous avons interrogé le responsable, le secrétaire général de la FESI, avec ses adjoints et les membres de son bureau sur les deux cas. Sur les deux cas. Voilà. Et le secrétaire général de la FESI s'est exprimé s'agissant de la mort du général Sorcier. Voilà, je préfère le prendre par son sobriquet. Et puis également sur le cas des Khalifa. Donc il s'agit de deux affaires. C'est parce que la mort du général Sorcier, c'était une mort de trop. Ça a créé les mois. Ça a créé les mois. Ça a créé les mois. Donc immédiatement, nous avons dit, bon écoutez, on va aller un peu plus vite pour pouvoir interpeller ceux que nous pensons être des suspects. Parce qu'on ne peut pas tout dire. L'enquête que nous avons menée est une très bonne enquête et nous n'avons pas mis tout ce qu'il faut mettre. Sinon, vous allez même dire que ça a été vraiment une enquête à charge. Mais nous avons assez d'éléments. Pour les condamner? Bon, Même pas pour monsieur les le procureur, condamner, ils ont été mais- interpellés ou pas? Non, ils ont continue. été interpellés. Ok, d'accord, parfait. Maintenant, la première, excusez-moi de juste La revenir pour seconde qu'on aille un peu vite. question. Non, la toute première d'ailleurs, Oui. c'était de savoir. Bravo, vous m'avez fait perdre le fil. Il y avait non, la toute première, c'était de savoir. Les 4 qui devaient être arrêtés là. Non, Non, ils ont été interpellés. arrêtés. Ils ont Ceux déjà qui été étaient en fuite, interpellés. Voilà, été arrêtés. Élisée, Ça c'est va- pas grave, ça ça va va me revenir, revenir. ça va revenir. Très bien, on passe à Herman. Moi, ma question, c'est toujours concernant le code de procédure pénale. Ah non, c'était juste de savoir si les faits étaient graves, c'est ça. Oui. Alors, les éléments d'opposition qualifiés ces faits-là de graves. Oui. Et voilà, suffisamment graves. Très bien, allez-y. Voilà, les faits sont suffisamment graves. Vous voyez, on ne peut pas permettre ou tolérer que pour des questions d'opposition dans la gestion d'une association estudiantine, on puisse porter atteinte à la vie de cette manière-là. Voilà, donc il fallait maintenant vraiment crier la fin de la récréation pour dire qu'il faut que le parquet soit là pour mettre de l'ordre. Donc nous, avec les éléments que nous avons à notre possession, durant cette enquête, nous estimons que nous avons des éléments suffisamment pour dire que c'était grave et concordant. On n'a pas mis tout. On a mis juste un détail pour attirer l'attention des uns et des autres sur ces phénomènes que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'université. Et justement, Herman, permettez, justement, comme détail, vous avez notifié dans le premier communiqué du 1er octobre que l'étudiant, le général Sorcier, donc paix à son âme, était âgé de 49 ans. Était-ce utile de préciser cela? Oui, c'était très utile parce que nous sommes tous passés, nous qui sommes tous sur ce plateau ici, nous sommes tous passés à l'université. Mais je crois qu'à cet âge-là, on se posait, moi, au moment où je rédigeais ces communiqués, mais qu'est-ce qu'il faisait encore là-bas? Parce que là, il a quasiment l'âge, il n'est pas loin de l'âge de la retraite. Donc, il fallait attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe au niveau de l'université. Mais est-ce que ça, c'était de votre... Daouda? Est-ce que ça, c'était... Daouda? Bon, allez-y, allez-y. Est-ce que ça, c'était de votre responsabilité quand on sait que le monsieur dont on parle, qui est décédé, a fait de la prison? Il a fait quoi? Quelques 8 ans en prison. Et je pense que c'était à sa décharge. Il voulait au moins reprendre les cours. Mais est-ce qu'il est contesté qu'il ne soit pas étudiant? Non, mais 8 ans de 49 ans, ça fait 41 ans. Daouda, 8 ans, ça fait 41 ans, c'est encore beaucoup. Il va répondre. Non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il est contesté qu'il ne soit pas étudiant? C'est un fait que moi j'ai pris. Tout simplement, il est étudiant. J'ai regardé son âge. On dit qu'il a 49 ans. J'ai tiré les conséquences. Est-ce que ça n'a pas mis un peu d'huile sur le feu? Non, mais c'est ce qui a permis même d'alerter tout le monde pour qu'au moins on puisse savoir que la question de la FESI doit être étudiée de façon minutieuse et avec responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous passés par là. Aucun d'entre nous n'est resté là-bas, même jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc, j'ai reçu des informations de mes officiers de police judiciaire. J'ai jugé utile de mettre son âge, voilà, parce que je n'ai pas inventé. Mais en même temps, ceux qui estiment qu'ils peuvent repartir à l'école après avoir passé peut-être moult péripéties, ce n'est pas interdit en même temps. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Très bien. Herman? Ma question, c'est toujours dans les procédures. On entend souvent
qu'il y a beaucoup d'accusations ou bien de beaucoup de choses qui sont dites sur les interpellations. Comment devraient se dérouler des arrestations ou des interpellations comme prévu dans le Code de procédure pénale? Même aussi la perquisition. Hein. D'accord, d'accord. Donc on va aller sur les interpellations d'abord. En fait, tout dépend de la nature des faits et les éléments qui ont été dénoncés par le témoin victime, c'est-à-dire le plaignant. Et tout dépend aussi des informations qu'on a données concernant le mis en cause. Ah. Le mis en cause, ça peut être quelqu'un qui peut disparaître d'un moment à un autre, ou bien même qui est prêt à prendre l'avion pour quitter la Côte d'Ivoire. Donc nous analysons un peu tout ça avec l'officier de police judiciaire. Et à partir de là, ce que le code dit, c'est de lui donner une convocation. Mais la convocation, ce n'est pas forcément de lui donner un délai. On peut donner une convocation pour dire, aujourd'hui nous sommes au 14, et vous êtes convoqué pour le 20. Tout comme on peut faire une convocation pour dire des réceptions. Voilà. Vous recevez la convocation et puis on vous prie de bien vouloir nous suivre pour qu'on puisse aller vous entendre dans le cadre de telle affaire. Si vous y arrivez là-bas, vous dites non, la manière dont vous m'avez fait interpeller, je veux forcément la présence de mon avocat. Immédiatement, on vous met dans les bonnes conditions pour attendre que votre avocat arrive. Voilà. Et si ça, vous ne le mentionnez pas, vous êtes dans quelles conditions? Conditions, bon, je vais dire que vous n'êtes pas encore gardé à vue. Est-ce que vous nous assurez que toutes les interpellations, les perquisitions, les arrestations que vos services de police judiciaire effectuent respectent ce code de procédure pénale que vous venez d'indiquer? Tel que c'est dit dans le code de procédure pénale, ils sont tenus de respecter ça, sauf sinon ils seront en porte-à-faux avec la loi et on pourra engager leur responsabilité pénale tout comme civile. Ce que la loi a dit de faire, il faut s'en tenir à cela. Avant même d'interpeller, il faut que tu rentres en contact avec le procureur de la République. Naturellement, c'est clair et net. Maintenant, si tu décides de le faire de façon solitaire, en assumant, mais vous allez assumer si d'aventure il y a eu des dérives. Ça a déjà arrivé, monsieur le Tous les procureur? prévenus qui vous ont apporté ont respecté la procédure de leur arrestation, a respecté tout ce que tel que prévu par... Bon, mon parquet n'a jamais été encore saisi d'une contestation dans le cadre d'une interpellation hors la loi. Élysée? Moi, c'est juste pour un petit élément de précision. Ce que je veux savoir, est-ce que quand on part interpeller quelqu'un, vos officiers de police judiciaire sont tenus de décliner leur identité et de prouver effectivement qu'ils viennent de votre cabinet ou qu'ils viennent de votre part? Merci beaucoup. Que ce soit un cas d'interpellation ou bien que ce soit un cas de perquisition, comme elle avait dit, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il arrive, il est tenu de se déclarer, de donner son identité pour qu'on ait la qualité d'officier de police judiciaire telle que prévue par l'article 27. La liste est là. Je suis le commissaire tant, je suis le lieutenant tant de la police criminelle ou bien de la police économique ou bien de l'UCT. L'UCT, c'est l'union, l'unité. Voilà, de lutte contre le terrorisme. Voilà, très bien. Donc, je suis venu pour une perquisition. Est-ce que vous voyez? Voilà Monsieur le procureur, c'est juste déclaratif ou bien c'est prouvé? Non. Avec une pièce à l'appui. La loi dit, le code de procédure pénale dit que c'est sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République pour les cas de la perquisition. Autorisation écrite ou verbale. S'ils veulent aller faire une perquisition parce que le corps du délit risque de disparaître, si nous devons attendre, par exemple, on est un samedi, et que le temps que je puisse donner une autorisation écrite avec mon cachet, on risque de faire disparaître le corps du délit. Je peux donner les instructions de façon verbale d'aller faire la perquisition tout en respectant les horaires prévus par le code de procédure pénale, c'est-à-dire après 4 heures jusqu'à 21 heures. Après 4 heures et 21 heures. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander
une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? Un mandat, oui. J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été influencés, Franchement, c'est le ça? fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce que avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder, il y a l'autorisation, c'est possible. S'il n'y a pas d'autorisation, il décline son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. Je lui ai dit, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les instructions. Dites, le procureur s'appelle M. Kone Brahma Oumar. Il est à tel numéro, tel numéro, tel numéro. On peut vérifier. Et nous, on assume en tant que procureur de la République des instructions que nous avons données parce que nous devons diriger aussi cette perquisition qui doit être faite en présence du propriétaire de la maison. Donc l'individu peut deux vous autres appeler. témoins. Il peut vous appeler, l'individu au téléphone. Il peut appeler pour être sûr si c'est vraiment le procureur de la République qui a envoyé ces officiers de police judiciaire là. Mais s'il y a s'il y a une autorisation écrite, le problème ne se pose pas. Très il y a bien. un cachet qui est là, alors donc on peut même vous délivrer une copie. Daouda? Franchement, vous venez de m'enlever une épine du pied parce que j'avais cette candeur-là à l'esprit à tout moment. Chaque fois qu'on doit arrêter quelqu'un, on lit dans la presse, il a été pris sans mandat, sans ceci. Vraiment, je vous dis merci pour cette En Côte d'Ivoire, il n'y explication. a pas de mandat. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est déclaratif. Autorisation écrite ou verbale. verbale. Merci beaucoup. Mais je voudrais apporter une précision. Allez-y. S'il s'agit d'une autorisation écrite, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation-là par écrit après. Combien de Si temps c'est après? verbal, en fait. Si c'est verbal, Voilà, c'est- si c'est verbal, écoutez, si c'est verbal, s'il s'agit d'une autorisation verbale, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation verbale par écrit. Combien de temps après? Non, ça peut être le même jour, tout comme le lendemain. Très Mais bien. pourvu que jusqu'au déferrement, on doit pouvoir trouver un document dans le dossier où le procureur de la République a confirmé les instructions qu'il avait données de façon téléphonique et verbale à l'officier à l'effet d'aller faire la perquisition. Ok, avec Daouda, votre oui, bien permission, sûr, allez-y, avec je vous en votre prie. permission. Moi, mon doute est élevé sur cette question-là. Mais je suis confronté à des cas pratiques. Allez-y. Comme vous êtes en face de moi, Oui. je préfère qu'on pose le sujet clairement. On y va. Très généralement, je reçois des appels, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a des détenus, je ne vais pas dire des prisonniers, que ce soit à la MACA, à la prison de Dembokro, qui m'appellent, souvent par le canal des réseaux sociaux, me disent, ça fait 2 ans que je suis à la prison ici, je n'ai pas encore été jugé, ça fait 3 ans, on ne m'a pas encore jugé. Donc, finalement, quel est le délai normal pour que quelqu'un reste en détention tout ce temps? Et rapidement, pour chuter, le grand public en Côte d'Ivoire, à tort ou à raison, trouve que les affaires à la justice ivoirienne traînent un peu trop. Donc, vous, en tant que procureur de la République, quelle solution pour lutter contre ce temps de lenteur, latence, cette cette lenteur-là, et Dans pour la que gestion des les dossiers. justiciables ne durent pas trop en prison? Bon, je vais être très clair. Il faut faire la part des choses s'il s'agit d'un délit ou bien s'il s'agit D'un crime. d'un crime. OK. Supposons que c'est un crime. Et après, il y a un délit. Parce que nous sommes dans le cas de crime. Hein, Bon, parce qu'on parlait d'accord, de la restons CCI, dans le allons-y. crime, alors. Oui. D'accord. Vous savez déjà, le crime est déjà complexe. Il y a beaucoup d'actes à poser, beaucoup d'actes d'investigation à poser par le juge d'instruction. Il y a l'enquête de moralité, il faut chercher le bulletin, son casier, le bulletin de son casier judiciaire. Il y a les confrontations, ainsi de suite. Donc, la loi, le code de procédure pénale dit qu'en matière de crime, la détention préventive, le délai, c'est 8 mois. 8 mois. C'est le principe. Ouais. Mais si le juge n'a pas pu clôturer son dossier dans ce délai de 8 mois, il a la possibilité de faire la prolongation de ce délai d'un autre délai de 8 mois. Ouais. Mais les innovations qui sont intervenues, et là, c'est sous la forme d'un débat contradictoire. Le procureur est invité, le juge d'instruction même est là, et puis l'inculpé lui-même est là. S'il a un avocat, l'avocat est là. Le juge doit pouvoir dire quelles sont les raisons qui le poussent à demander la prolongation du délai, d'un nouveau délai de 8 mois. Ah, très bien. Et le procureur de la République doit aussi prendre la parole dans le bureau du juge pour justifier la nécessité de prolonger le délai d'un autre délai de 8 mois. de 8 mois. Oui. On fait ces débats, on signe les documents, On est à 24 mois alors. on a 24 mois. Si,
Pas extraordinaire. Le juge d'instruction n'a pas clôturé son information dans ces délais de 24 mois. Je dis bien si pas extraordinaire, alors il fait une requête adressée au président de la chambre d'instruction. Parce qu'il y a le premier degré d'instruction et il y a le second degré d'instruction. Et le second degré d'instruction, c'est le président de la chambre d'instruction au niveau de la cour d'appel. Il adresse une requête après que le procureur de la République ait donné son avis et cette requête est reçue. C'est-à-dire le dossier entier est reçu par le procureur général qui soumet ça au président de la chambre d'instruction qui analyse pour voir la nécessité d'accorder encore un autre délai de 8 mois. 24. On est Et quoi, tout ça ceci- Ça fait 32 mois. Hein? Non, on a 8 plus 8, Plus 8, fait plus 16. 16. plus Plus 8 8 encore. encore, ça fait 24. ça fait 24. 24. Si on c'est fait ça. encore 8, Voilà. ça fait Non, 32. Non. C'est le troisième. Ah, c'est le troisième qui C'est est le là. troisième qui est là. D'accord. Le Et 24. dernier délai, ça dit que si ça a trop duré, c'est 24 mois. OK. Mais là, ça me pousse alors à vous poser. On est presque à la fin. Je Donc, pense à la- rapidement, parce qu'on a un dernier point. Voilà, je vais aller. Lorsque la chambre d'instruction estime que, après les 24, qu'il y a des charges suffisantes, on renvoie l'accusé maintenant devant le tribunal criminel. Maintenant, le procureur de la République dispose d'un délai de 6 mois pour pouvoir organiser le procès. Est-ce que ce n'est Donc, pas un arrangement 24, avec la loi? Non, pas du tout. Vous vous arrangez un peu Très quand bien. même. Messieurs, s'il vous plaît. Parce que le jugement des crimes, c'est selon les sessions. On ne fait pas ça comme on fait l'audience des flagrants délits tous les jours ou bien l'audience des citations programmé. directes tous les jours. C'est des programmations et ça nécessite un budget que l'État doit pouvoir mettre à la disposition parce que sachez bien que chaque avocat qui est constitué d'office est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Et Voilà. payer, on ne peut pas parler d'argent, c'est ça? Est payé par dossier. Ah, Oui, donc il faut que ces moyens-là soient dégagés. Sinon, même si nous organisons le procès, l'avocat, il faut qu'il ait son argent. très bien. Il est payé à combien, justement, par Bon, dossier? ça évolue, hein, ça évolue. Mais on parle de combien, comme ça? On tourne autour de- Bon, pour le moment, il y a des négociations entre le ministère de la Justice et les avocats concernant le Moi, Très j'ai bien. vraiment une question. Alors, mais on le a temps. terminé, mais Ouais. juste le dernier point. Est-ce qu'on aura un communiqué, justement, sur ce qui s'est passé le samedi dernier? Samedi 12, la découverte donc, de ce corps pendu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon, effectivement, le samedi dernier, effectivement, en ma qualité de procureur de la République, j'ai reçu un appel téléphonique des officiers de police judiciaire, de la police criminelle, tout comme du commandant de la brigade de gendarmerie de Cocody, m'informant de ce qu'il y avait un cas de découverte de cadavres au niveau de l'université de Cocody, à l'arrière du bâtiment qui abrite les locaux de la médecine légale. Il y a de la broussaille là. Ici. Vous voyez, la loi dit, en vertu de l'article 31, qu'ils ont l'obligation de rendre compte immédiatement au procureur de la République de toute infraction qu'ils auraient constatée. En retour, le procureur de la République aussi a l'obligation d'être disponible pour les officiers de police judiciaire à toute heure, jour comme la nuit. Donc immédiatement, je me suis transporté sur les lieux. J'ai trouvé les officiers de police judiciaire là. Nous avons requis immédiatement un médecin légiste qui est venu avec les pompes funèbres. Et nous avons fait le constat. Et nous avons vu un individu, effectivement, qui s'est pendu à l'aide d'une corde noire sur un arbre dans la broussaille. Et le médecin légiste a fait les différentes constatations de façon externe. Et j'ai aussitôt demandé à la police criminelle de prendre l'enquête en main avec les éléments que la police scientifique avait déjà relevés sur les lieux. Avec le sac qu'on a trouvé à côté de lui, nous nous sommes transportés donc à la police criminelle et nous avons pu avoir l'aîné de celui qui est décédé et nous l'avons entendu. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 22 heures. Était-il étudiant? Il était étudiant, il a été étudiant. Il a arrêté d'être étudiant, il a abandonné la fac, d'après eux, il y a de cela 2 ans. Mais les conclusions de l'examen externe du médecin légiste nous fait penser qu'il s'agit d'une pendaison auto-infligée. Ah, très bien. Voilà. Donc, suicide. Voilà, suicide. D'autant plus que lorsque nous avons entendu son frère aîné, et il nous a laissé entendre que son petit frère était vraiment menacé par certains créanciers. Voilà, parce qu'il gérait un point d'Orange, de transfert d'argent électronique. Et il avait, je crois, contracté plusieurs prêts.
Ah. Voilà, donc il a même adressé un message à son frère aîné avant de se rendre injoignable. Et dans ce message, vous voyez, nous sommes là en enquête. Je n'ai pas encore saisi un juge d'instruction. Donc je suis à l'aise d'en parler pour le moment. Donner les détails. Voilà. Mais le message dit quoi? Il faut informer, il faut saluer maman pour moi. Wow. Voilà, j'ai décidé il faut informer maman pour moi. J'ai décidé de rejoindre papa. Adieu. Donc c'est des éléments que nous avons déjà pour cette enquête. Alors à partir de là, on peut penser que il s'agit vraiment d'une pendaison auto-infligée, comme le médecin légiste l'avait dit. Et vu la position dans laquelle nous avons trouvé ce monsieur-là qui s'appelle Kofi Yaya. Kofi Yaya. Voilà. Donc, qui est âgé de 30 ans. Comme vous aimez l'âge, donc je vous donne en même temps l'âge. C'est elle qui adore l'âge. Qui est âgé de 30 ans. Très bien. Alors, donc, c'est une enquête qui est en cours. D'accord. Voilà. Alors, on cherche à comprendre si vraiment c'est une pendaison auto-infligée, pourquoi il allait se faire pendre au niveau de l'université. Donc vous rassurez que ça n'a rien à voir rien à avec voir avec les l'affaire universités. pendante Pour le moment, sous réserve Très bien. des autres informations que les officiers de police judiciaire vont recueillir et sous réserve des conclusions de l'autopsie. En tout cas, tout porte à croire qu'il s'agit d'une pendaison auto-infligée. Très bien. Alors, pour terminer, votre mot justement sur la justice ivoirienne. Juste un mot et on termine. D'accord. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Moi, je pense qu'il y a eu suffisamment de progrès. Il y a eu le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait voter un certain nombre de lois qui permettent aujourd'hui de garantir à tout citoyen un procès équitable, vraiment, de sorte qu'aujourd'hui, l'accès à la justice n'est plus un problème pour tout citoyen. Vous savez, avec le nombre de magistrats que nous avons, au total près de 770 magistrats, et vous regardez la population ivoirienne. Pas suffisant, bien sûr. Voilà, vous savez que c'est totalement insuffisant. Chaque jour que Dieu fait, ces magistrats, hommes et femmes, font le maximum de leurs efforts pour pouvoir donner satisfaction au peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne mon parquet, avec toutes les enquêtes qui sont en cours, nous ferons tout pour que la lumière soit faite et que ces genres de crimes ne doivent plus rester impunis. Merci beaucoup. Vous êtes M. Brahman Omar Koné, procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan et du tribunal du commerce, mais également directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Merci d'être venu éclairer nos lanternes sur vos rôles, missions, les sujets, donc les communiqués produits pour la FECI et aussi les informations données pour le corps retrouvé au niveau de l'université d'Abidjan. On espère vous avoir également très souvent pour éclairer la lanterne des populations sur les sujets brûlants. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Nos amis sont toujours là, Élisée Boloubeu, Herman Aboua, Daouda Koulibaly. Merci d'être là. Nous avons eu en première partie le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. En seconde partie, nous allons réagir sur le maintien de la grève demain, initiée par qui? Par l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale. Alors, ils ont organisé donc un point de presse samedi dernier, 12, où ils ont expliqué les raisons du maintien de la grève de 3 jours prévue commencer donc demain au jeudi 17 sur l'ensemble du territoire national. Élisée Boloubeu, pouvons-nous avoir des détails? Pourquoi le maintien de cette grève quand on sait que le vendredi dernier, nous avons eu à assister à la mise sur pied justement de cette plateforme gouvernement-syndicat, comité consultatif? Déjà, il faut noter que la revendication essentielle porte sur les primes. Depuis quelques mois déjà, ça se susurrait en tout cas au niveau des différents syndicats qu'il fallait obtenir de la part du gouvernement l'octroi des primes à tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire parce qu'ils estimaient que c'est une injustice, que certaines personnes aient des primes et d'autres n'en aient pas. C'est vrai que le jeudi, on a assisté à la mise en place du comité consultatif de la fonction publique et c'est l'un des points même essentiels qui doit faire partie de l'agenda de ce comité consultatif. On a donc tous été surpris du point de presse qui a été fait samedi. Mais quand on a approché les différentes,
différents acteurs, notamment le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a laissé entendre que le samedi, d'ailleurs, la ministre a eu une rencontre avec les syndicats, mais les membres de l'intersyndicale qu'on voit, qui ont donc fait le point de presse, n'étaient pas présents à cette rencontre. Et selon les informations recueillies, ils n'auraient pas été invités. Ce que demandent effectivement, les autorités de l'éducation. Ils n'étaient pas associés. Qui disent qu'elles ont bel et bien envoyé un courrier d'invitation en bonne et due forme à l'intersyndicale. Donc, eux-mêmes sont surpris de voir que l'intersyndicale n'ait pas été présent à la rencontre. L'intersyndicale, lui, persiste sur sa position pour dire qu'il n'a pas été invité et donc compte maintenir en tout cas son mot d'ordre de grève. Alors, votre regard, justement... Voici un peu la difficulté dans laquelle on est. Moi, mon regard, vous le connaissez, je reste toujours cohérent avec ma logique. Moi, je dis que nous sommes un pays de dialogue. Voilà, en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays de dialogue. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses qui est quand même à saluer, c'est cette volonté-là quand même des pouvoirs publics d'ouvrir le dialogue. On ne dit pas forcément qu'en ouvrant le dialogue, on obtient tous les résultats, mais au moins on discute. Parce que même si on va au bras de fer et qu'on bloque tout, on finira par pour sortir de ce blocage, il va falloir qu'on ait à la discussion. Tout à fait. Donc voilà, dès l'instant qu'il y a une plateforme de discussion, il y a une tribune quand même pour échanger. Pour moi, il faut toujours la saisir. Il faut toujours la saisir. Avec le dialogue, avec les échanges et la discussion, on peut obtenir des résultats. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de parler des primes. Mais il y a 15 ans en arrière, il était plutôt question du déblocage des salaires. Il y a 15 ans en arrière, c'était surtout ça l'objectif. Personne ne savait que ça allait arriver. Mais en 2013, quand le président Alassane Ouattara, à la faveur de son message à la nation, disait qu'on allait débloquer les salaires, certains avaient vu ça comme une chimère. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà, on a débloqué les salaires qui étaient bloqués depuis 25 ans, en 2013. Mais ça, c'est dans les échanges, les discussions qu'on n'est pas venu. Donc, tant qu'on peut s'asseoir et discuter, je pense qu'on peut trouver des solutions. Moi, c'est juste d'inviter vraiment l'intersyndicale à aller à la table de discussion, surtout qu'aujourd'hui, rien n'est fermé, rien n'est bloqué. Aller à la table de discussion, échanger, discuter. Ce d'autant plus que ce qui est évoqué ici comme motif pour aller à la grève, à savoir les primes, c'est légitime. Moi, je pense que quelqu'un qui est quand même censé ne peut pas leur dénier la légitimité de cette revendication. Elle est légitime. Mais il faut qu'on ait à la table de discussion, qu'on se parle pour arriver à des solutions idoines. Alors, Daouda, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale fait-il partie des syndicats qui ont été associés donc pour constituer le comité consultatif gouvernement-syndicat? Moi, je peux dire oui. Pourquoi est-ce que je peux dire oui? Parce que les initiateurs de la grève qui a été annoncée là, ils appartiennent tous aux fêtières et syndicats signataires de l'accord portant trêve sociale 2022-2027. Ah, donc, ils sont signataires de cette trêve-là. Voilà. Donc, la trêve qui a été signée le 8 août. Pour ceux qui se rappellent, le 7 août, le président avait fait comment on appelle ça, une série de revalorisations salariales au niveau des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, d'autant plus qu'ils sont signataires de cette trêve-là, je me dis que je pars du principe alors que la grève est un peu inopportune en fait en ce moment-là. Dans la mesure où le dialogue social qui a été entamé n'a jamais été rompu jusqu'à ce jour en fait. Puisqu'il y a eu l'installation du comité consultatif dont il parlait. La semaine dernière, il y a un comité sectoriel de dialogue social qui existe. Donc, pour ma part, pourquoi aller en grève? Allons-y plus loin. Très récemment, dans les nombreuses réformes du ministre d'État, ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Ouloto, il y a eu le statut général de la fonction publique. Et en son article 24, il est assez clair. Je préfère lire l'article. Allez-y, Daouda. L'article dit que le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels, individuels et collectifs. Il s'exerce sous réserve du respect de la liberté de travail, de l'épuisement de toutes les voies de négociation et de la garantie d'un service minimum dans les secteurs définis par décret pris en Conseil des ministres. L'absence de service fait par suite de grève entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire de ces compléments d'information conformément aux dispositions de la loi relative aux modalités de grève dans les services publics. Donc, quand on a un statut, il y a un statut général comme ça qui est écrit noir sur blanc. Et qui régit donc le droit de grève. Bien le droit de grève. Donc, tu dis, comment on appelle ça, le pouvoir public te dit, voici une table de discussion. Viens qu'on puisse discuter ensemble. Puisque le premier point même à discuter, c'est la question des primes. Mais pourquoi tu ne vas pas discuter d'abord, avant de te jeter corps et âme,
d'une grève. Dans le cadre du comité consultatif, bien Bien sûr. sûr. Très bien. Donc, je suis un peu embêté, mais bon, on verra bien demain. Comme ils disent, il y a grève, on verra tous demain. Très bien. Herman Aboua, quel est votre postulat, justement? Ont-ils raison de faire grève en dépit de la mise sur place, justement, de ce comité consultatif? La grève, c'est un outil dans la liberté syndicale. Donc, on ne peut pas demander s'ils ont raison de faire la grève ou pas. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé de faire la grève. Donc, ils sont dans leur droit de faire la grève. Un droit constitutionnel, tout à fait. Moi, je veux revenir un peu sur leur qualification, leur propre thème. Allez-y. Ils qualifient d'abord le comité consultatif ou bien le dialogue, la trêve sociale depuis 2 ans, d'une trêve qui constitue un dialogue qui est peu constructif selon eux et qui est improductif. Ils le disent parce que pour eux, le point d'orgue de toutes leurs revendications, c'est aujourd'hui, Élysée l'a soulevé, c'est de faire en sorte qu'il y ait des primes trimestrielles dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de la formation professionnelle, dans les secteurs de l'emploi. Ils estiment, et ça je l'ai dit par plusieurs fois ici, je trouve injuste que pour des fonctionnaires qui sont, que chacun a son secteur d'activité et d'autres soient à petite échelle, soient payés à des primes souvent exorbitantes. Mais en même temps, Herman, permettez de vous arrêter. C'est à l'agenda justement du comité consultatif des discussions entre syndicats et gouvernement. Justement, ils le disent, Oui. que tel qu'ils voient la chose, ça ne peut pas permettre une diligence dans le traitement de cette revendication. Puisqu'il n'y a même pas de chronogramme qui a été prévu à la sortie de ce comité consultatif. Lorsqu'on a eu M. Zadig, il a dit qu'il se reverrait dans un mois, justement, pour faire un petit point. Réaction? Vous savez bien que ces gens de revendications, il y a longtemps qu'ils attendent. Et la dernière fois, j'avais même relevé le fait que c'est un peu à la veille de la programmation du préavis de grève de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation que ce comité consultatif-là, qui devait se tenir il y a 2 ans, s'est tenu. Donc je veux dire que c'est tous ces éléments-là qui ne rassurent pas. Moi, la question que j'avais voulu poser à M. Nyanya Zadi la dernière fois, c'était est-ce qu'ils avaient déjà discuté avec justement ceux qui avaient annoncé ce préavis, qui avaient déposé ce préavis de grève. Bon, finalement, il n'a pas, entre autres, répondu à la question, mais voici, on en est là. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, il ne s'agit pas pour le gouvernement de mettre toujours les menaces. Parce qu'ils ont dit... Pourquoi parlez-vous de menaces, Herman? Eux-mêmes, ils ont dit qu'actuellement, il y a des menaces de mutation abusive, de suspension de relèvement de fonctions, de privatisation de certains de leurs émoluments. Pourquoi je dis ça? Parce que si le gouvernement s'inscrit dans un dialogue avec les fêtiers, des syndicats pour régler la question des fonctionnaires, surtout que la revendication principale de ces secteurs qui sont mis en grève, ce sont des revendications qui sont, qui sont pertinentes et surtout que c'est des secteurs d'activité qui sont très sensibles. Très bien. Vous savez bien que les élèves, on sait combien d'effectifs en termes d'élèves qu'on a dans l'enseignement supérieur. Vous savez très bien dans l'enseignement. On va terminer. Vous savez bien aussi l'importance du secteur de la santé et de tous ces fonctionnaires-là qui travaillent dans ce secteur. Et moi, je pense que le gouvernement ne doit pas durcir le ton, doit toujours chercher. Sinon, ils estiment qu'ils n'ont pas été dans la plateforme qu'il faut, il faut peut-être échanger avec eux pour pouvoir régler, comme pour utiliser un thème de Daouda, au cas par cas, certains leurs différents points. On termine avec vous, Daouda. Dans tous les cas, on observera demain, par la grâce de Dieu, allez-y. Bon, moi, je suis un peu surpris par, quand on a parlé de thème menace. Parce que je viens de lire l'article 24. Je pense que ça fait partie de la charte, en fait. De dire que si tu fais une grève et que tu ne respectes pas les conditions de la grève, tout, en épuisant toutes les voies de recours et de dialogue, finalement, tu peux être, en fait, tu peux faire face à la loi. Maintenant... N'empêche que ce sont les menaces. Herman, tu permets qu'on puisse parler? Herman, permettez, il va réagir. Alors pour vous, Daouda, c'est pas, on ne devrait pas dire menace. Dieu merci, on a reçu le procureur ici. Rappeler la loi à une personne, pour moi, ce n'est pas une menace. Très bien, voilà. Merci beaucoup, c'est la Daouda. loi qui nous régit. Très bien. Maintenant, juste pour terminer, Élysée, et on finit avec ce sujet. La fonction publique,
l'État peut affecter n'importe quel fonctionnaire dans n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire, ça fait partie du statut général de la fonction publique. Il faut faire lire la loi aux gens. On observera demain. Élisée, votre point rapidement et on passe à une information. Oui, c'est juste pour revenir en fait sur la question de la nécessité de partir au dialogue. Voilà, moi je pense que ce n'est pas utile de débrayer forcément. Il faut aller au dialogue. Vous savez, il y a des acquis quand même. Je pense que quelque part, à un moment donné, quand tu marches avec quelqu'un, c'est vrai. En ce moment précis, tu peux ne pas être d'accord avec la démarche que la personne a, mais il ne faut pas perdre de vue aussi de regarder dans le rétroviseur. Et quand je dis ça, je veux rapidement évoquer les actions en faveur même des enseignants et des gens de la santé depuis 2014-2015. Je vous dis, le déblocage des salaires qui a eu lieu en 2014 et 2015 a induit une relative augmentation des revenus des fonctionnaires. Je vais rapidement expliquer. Les agents techniques de santé sont passés de 222 000 à 375 000, soit un taux d'augmentation de 69%. Les cadres de la santé ont eu une augmentation d'environ 72%. Les enseignants du primaire ont eu une augmentation de 48%, quand ceux de l'enseignement supérieur ont eu 22%. Vous nous dites tout ça, point de déblocage. Oui. Non, pour dire qu'il y a eu des acquis. Voilà, on ne peut pas cracher sur ça. Il y a eu des acquis, mais ces acquis ont été obtenus après quoi? Après des échanges. On n'a pas eu forcément besoin de débrayer. Je vous parle de 2015, 2014-2015. On n'a pas eu besoin de débrayer pour y arriver. Donc, allons à la table de discussion. Et surtout que la question des primes est l'agenda central même du comité consultatif. On va voir ce que ça va donner les semaines à venir. Alors, l'IS MENA, donc l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, décide d'aller en grève demain. On observera pour voir ce qui va se passer. La grève annoncée donc pour 3 jours, du mardi 15 octobre au jeudi 17 octobre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Demain viendra et on verra bien ce qui va se passer. Alors, messieurs, petite info, tout savoir sur la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Ça sera donc ce mardi 15 octobre, donc demain. Alors, la conférence de presse, tout savoir sur, du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, prévu pour demain, portera sur la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Vous saurez tout sur ce que c'est, sur les pathologies qu'elle adresse, depuis quand elle est pratiquée en Côte d'Ivoire, les résultats obtenus. Ce sont donc autant de questions qui seront donc au menu, dirigées par le professeur Annick Kwame, directrice générale de l'Institut de médecine nucléaire. J'y suis arrivée, d'Abidjan. Voilà. Alors, il nous reste quelques 3 minutes, messieurs. On a le temps de regarder peut-être une toute petite vidéo de la régie, juste quelques minutes. Et puis, on débriefe sur cette image qui fait le tour de la toile. Alors, cette image fait le tour de la toile, interprétée différemment par certains. Certains estiment que, bon, c'est pas normal, c'est notre pelouse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les supporters sont sur la... Élisée, qu'est-ce qui s'est passé, justement? La pelouse a été envahie par les supporters du Burkina après la victoire du Burkina sur le Burundi 2-0, oui, qui donc qualifie d'office le Burkina pour le Maroc à la prochaine CAN prévue 2025. Donc les supporters très heureux ont envahi la pelouse, mais je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal et ça c'est une faillite collective, moi je pense. C'est une responsabilité partagée. Aussi bien Qui est qui? Déjà les supporters, ça c'est de l'incivisme et franchement ça je ne peux le tolérer aucunement. C'est des images qu'on ne doit plus voir, surtout sur un stade où on a joué la compétition de la CAN 2023, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Deuxièmement, je pense que les forces de police aussi et les forces de sécurité ont failli. Est-ce qu'elles n'ont pas été débordées, Élisée? Il faut prendre des dispositions. Je pense que pendant la CAN, là, on avait pris un ensemble de dispositions pour pouvoir vraiment empêcher qu'on ait droit à des gens du spectacle. Il ne faut pas qu'on lève le pied et qu'on se dise que comme ce n'est plus des compétitions du niveau de la CAN, on va laisser les choses passer. Non, pas du tout. Il faut que la sécurité soit de mise comme quand on organise une compétition de CAN. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne comme résultat. Et ça, c'est l'image de la nation qui est ternie. Ce n'est pas bien. Et ça, il faut qu'on corrige ça le plus rapidement possible. Daouda, réaction rapide? Moi, je ne vais pas trop m'attarder. Je suis très heureux pour l'équipe nationale du Burkina et les supporters burkinabés. La seule chose que je retiens, c'est que la Côte d'Ivoire a pris beaucoup de dettes
on s'est endetté pour faire notre pelouse et de voir que les Burkinabés sont très heureux sur la pelouse ivoirienne pour laquelle on s'est endetté. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, voilà. Herman, votre réaction? Non, mais moi je pense qu'il faut contextualiser les images là. Hein. Ils sont les premiers à être déclarés, comment on appelle là, qualifiés. Qualifiés, donc la joie aller pourrait se comprendre. La joie. Et il y a des images aussi, je pense que c'est vrai qu'ils n'ont pas pu contenir, on aurait souhaité. Moi ce que je veux dire, est-ce que nos infrastructures sportives, c'est vrai qu'on voit que depuis un certain moment, des équipes nationales, des sélections nationales sollicitent nos différents stades. J'espère qu'on ne leur offre pas ça de façon gracieuse pour ne pas que... c'est payé. Voilà, si c'est payé, tant mieux. Mais il faut vraiment... Ça permet de maintenir, je veux dire, en bon état nos stades. C'est vrai que ces incidents sont malheureux, mais c'est dans l'euphorie de la victoire. Il faut contextualiser et puis ne pas trop en vouloir au Burkinabé. Donc, ce n'est pas une première. Hein. Il y a eu toujours ce genre de liesse, même au Cameroun, la Côte d'Ivoire également. Oh, j'ai besoin de sentir. Je ressens quelqu'un. Oui, c'est pas la première fois. Au Cameroun, on a eu à faire ça également. Au stade Japoma, voilà. On a eu à faire ça. Mais simplement, comme Élisée l'a dit, responsabilité collective. On a tous, je pense, un peu failli, mais la joie des supporters. C'était un peu exagéré quand même. Oh, ceux de Burkinabé étaient un peu exagérés sur la pelouse de la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Très bien. Alors, il faut rappeler aussi que c'était une belle fête parce que le drapeau du Burkina Faso, le drapeau ivoirien, flottait. Il faut insister pour dire que demain, comme Faye Amers l'avait prévu, demain, au-dessus de notre 4e journée, on va gagner, on va être qualifié aussitôt. Mais quand nous, on sera qualifiés, on ne va pas faire ça, hein, n'est-ce pas? On est beaucoup plus civilisés. Nous sommes des supporters civilisés. Non. Franchement, excusez-nous. On n'arrive pas. Très bien. Bravo, alors, on va regarder la vidéo où les deux drapeaux flottent. Moi, c'est un très, très beau symbole. Si vous avez la régie, on y va. La vidéo, voilà, les deux drapeaux flottent. On voit même des drapeaux côte à côte là-bas même déjà. Ouais. C'est ça justement la fraternité de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est une histoire, on va dire, séculaire. C'est des liens séculaires. Des liens séculaires très forts qui ne pourraient être entachés par quoi que ce soit. Qu'aucun ressentiment, quels que soient les responsables du pays, ne pourront remettre en cause. C'est clair. Aucun ressentiment. Merci beaucoup de revenir à Régis. Mais je suis quand même content. Hein. Revenez, merci. Parce je suis très heureux en fait. Je vois Daouda qui, du coup, restez calme et concentré. Non, je suis très concentré quand je vois le peuple frère du Burkina être si heureux en Côte d'Ivoire. Très bien, ce n'était pas les images du peuple frère tout à l'heure. Non. Merci en tout cas. C'est la joie en Côte d'Ivoire qui me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu, messieurs. Élisée Boloube, merci. Merci. Herman Aboua, merci. Daouda, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de vos différentes réactions sur le digital. Que Dieu nous garde. On se retrouvera demain pour une autre émission. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.